L'émission La Racaille du 14 avril 2020 sur l'art, vous savez, l'art en marge. Enfin, c'est ce qu'on essaye, c'est le but qu'on essaye d'atteindre, de vous parler de l'art en marge et de vous causer de la politique politicienne en toc. Et au cours de cette émission, dont la partie artistique sera consacrée à Gustave Moreau et à son élève, nous évoquerons une visite que nous avons effectuée justement au musée Gustave Moreau, où une exposition de ces deux artistes, le maître et l'élève, sur, si vous voulez, la filiation qu'il peut y avoir entre l'élève et le maître Gustave. Assez intéressant, puisqu'en même temps, on a pu découvrir que Gustave Moreau était un peintre abstrait avant l'heure. Ouais, c'était pas cette expo-là. C'était pas cette expo. Non, ça c'était une expo, là, Gustave Moreau et Georges Moreau, c'est une exposition de 2016. Et Gustave Moreau abstrait, c'était un petit peu plus tard. Voilà. C'était deux expositions différentes. C'est vrai qu'on se rend régulièrement, enfin on se rendait, on attend que ça rouvre, hein, dans ce lieu un peu magique sur la peinture. Oui, de toute façon, on en avait déjà vu avant l'exposition consacrée justement aux prémices de l'art abstrait de la peinture de Gustave Moreau. On avait vu déjà des pochades, d'ailleurs ma camarade Piquet-Court en est assez folle dingue, des pochades de Gustave Moreau, justement, qui ressemblent plus à des pochades abstraites qu'à des pochades de peintres symbolistes. Voilà. J'ai tout dit, je crois. Une citation. Bon. Une petite citation. Petite citation pour la route, pour mon presse papelard. Le mensonge et la tromperie ont une date de péremption, et à la fin, tout refait surface. Et en même temps, la confiance meurt pour toujours. Avis à ceux qui nous baratinent depuis des années, des décennies, et même des siècles. C'est-à-dire tous les gens de pouvoir qui nous ont papaout depuis que le monde est monde. Voilà. Alors, salut à tous. Vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Si vous vous promenez dans mon quartier, vous y verrez comme on a le cœur gai. Vous entendrez les maisons murmurer des chansons. Le cordonnier chante en cordonnant, le menuisier chante en menuisant, et le sergent de ville sur son sifflet joue un menuet. Merci, monsieur l'agent, on chante dans mon quartier le jour tout entier de vagues romances. On chante dès le matin, quand un air s'éteint, un autre commence, sur un brin de valse lente, ou des refrains plus légers. Partout, des caves au grenier, tous les jours on chante dans mon quartier. Attention! Lorsque Josette a connu Fernand, comme par hasard, un jour de printemps, il y avait des gens assemblés dans la rue pour chanter. Comme par hasard, elle était près de lui. Comme par hasard, il lui a souri. Et comme par hasard, ils ont chanté la même chanson. On chante dans mon quartier le jour tout entier de vagues romances. On chante dès le matin quand un air s'éteint, un amour commence. Ce soir, c'est jour de vacances. Demain, ils vont se marier. Partout, des caves au grenier, tous les jours on chante dans mon quartier. Attention! Pourtant, je vous jure que dans mon quartier, comme partout dans Paris tout entier, en s'éveillant certains jours, on a le cœur un peu lourd. Mais c'est la vie qui reprend le dessus. On se dit qu'au fond, tout n'est pas perdu, et que les murs sont encore bons. Alors vite une chanson.
Voilà, une belle trouvaille de Robert, hein, toujours à la pointe de la modernité. On chante dans mon quartier, Georges Gosset. Oui, c'est une chanson que j'ai dû entendre dans mon enfance à la radio française. Plum plum tralala, voilà ce qu'on chante, plum plum tralala, voilà ce qu'on chante chez moi. Et mon presse-papelard maintenant que j'ai intitulé « À ce qu'il paraît » en y adjoignant des points de suspension. Qu'on dit et répète en boucle, ici, là, ailleurs, partout. Il paraît beaucoup par ces mauvais temps de pandémie. Impossible de savoir, de se faire une idée, même toute petite, du bousbire en cours. Quand je sors pour me chercher un bout de pain pour mon petit-déj, je me colle un chiffon sur le blase, un masque, que ma camarade de combat, qui a une couturière de compète, a confectionné dans le même tissu que mon pantalon d'été. Gris et rayuré finement. Très chic au dire de la boulangère, qui a essayé de s'en fabriquer un, mais qui n'a pas réussi le turbin. Pas de peau. Alors du coup, il lui arrive de ne pas porter ses déguisements, que d'aucuns disent obligatoires, tandis que d'autres ricanent. D'ailleurs, presque tous ceux que je croise dans ma balade matinale, qui se comptent sur les doigts d'une main, respirent le bon air matinal à plein poumon et sans masque, si bien que je me sens un peu différent, ou un peu con, selon. Il en va ainsi de tout ce qui se passe ou ne se passe pas en cette période triste tout nette. La cote de confiance du pouvoir s'émiette, et pourtant tout le monde attend la sainte parole du foutriquet de l'Élysée ce lundi soir à la télé. Et là, je me marre. Mais que je me demande dans mes intérieurs des glingos, pourquoi ils attendent ainsi, la bouche ouverte et les yeux révulsés, un discours de ce représentant éminent de la petite bourgeoisie rentière française. Non, mon petit pote, faut pas se poser ce mauvais genre de questions. Il n'y a pas de réponse. À moins d'être aussi bébête que le causeur du lundi soir à la téloche. Oui, je sais, cette engeance ne manque pas de personnel dans ce pauvre petit patelin étriqué et frileux. Ils sont des millions ici et des milliards dans le monde qui bavent les yeux révulsés quand un de leurs dirigeants bafouille à la téloche. Cela ne console pas. On fait sans ou avec, selon. Moi, c'est la santé de ma boulangère qui me soucie. Puis de ma libraire aussi. Elles sont allergiques au port du masque obligatoire, qui n'est pas obligatoire. J'ai essayé d'en causer avec la libraire, où je m'approvisionne en canard enchaîné, entre parenthèses cache-page au lieu de l'huître, et j'y ajoute la vache. Je n'ai pas insisté, j'ai eu la sensation désagréable que j'indisposais. Et je n'aime pas indisposer. Pas ma libraire en tout cas, une forte personnalité. Il y en a un qui ne la ramène pas à cette heure, un fameux qui l'a ramené beaucoup lorsqu'il était ministre du budget et de l'intérieur du temps de Mystère Président Talonnette. Vous vous souvenez, quand même, le joyeux drille qui a bradé Chantilly et foutu au rencard quelques milliers de lits d'hôpitaux, pour des questions budgétaires. Chantilly, hôpitaux, vous captez la coupure? Non? La dégringolade et la pénurie organisée de nos hôpitaux n'est pas une histoire récente. Oui, ceux qui croient nous gouverner aujourd'hui avec tant de sûreté de jugement et de prise de décision, n'ont pas fait grand-chose pour stopper l'inexorable déclin
des services de santé. Ils font semblant de se réveiller, mais soyez sûrs qu'ils vont aussi sec reprendre leur somme sitôt que le gros des troupes du général Corona va battre en retraite. Et youpi, les affaires vont reprendre, d'autres chantilly, d'autres coups bas portés au système de santé, aux retraites, à tout ce qui peut rendre la vie des gens vivable. Savent pas là-haut, tout là-haut, sur la montagne, ce que ça peut bien vouloir dire une vie vivable. Ouais. Bah écoute, en ces temps de confinement, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à trier. Alors moi, je vais commencer par une petite citation qui est de Pierre Dac. J'aime bien Pierre Dac parce qu'il sait nous mettre de bonne humeur. Ah oui, ça c'est Voilà, ce qui différencie totalement un régime de banane d'un régime totalitaire, c'est que le premier est alimentaire et débonnaire, alors que le second est autoritaire et arbitraire. Alors voilà, ce que je disais, c'est qu'en période de confinement, il y a toujours des échanges de mails, on est sur nos ordis, probablement beaucoup trop. Moi, j'essaye de réduire au maximum et on est quand même inondé de mails, de liens. Il faut faire le tri parce qu'on arrive vite à saturation. Et moi, cette semaine, je retiendrai simplement deux liens qui m'ont vraiment intéressé. C'est Aurélien Barraud, cet astrophysicien qui est par ailleurs quand même philosophe, économiste, écolo, enfin qui parle de beaucoup de choses. Qui a les grands cheveux. Qui a un look de gourou que j'aime pas trop, donc je l'écoute sans le regarder. Et qui a fait une conférence pour les élèves de Sciences Po il y a 40 minutes. J'ai trouvé ça très intéressant. Je cherchais la critique, j'ai pas trouvé. Mais là, j'ai choisi de parler, j'ai reçu un autre lien de quelqu'un que j'aime, sur quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Franck Lepage. Franck Lepage, c'est quelqu'un qui a popularisé justement l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est enseigner à la plus grande partie de la population, c'est faire comprendre des choses, et qui a décrypté la langue de bois, qui a fait beaucoup de conférences gesticulées, et là qui est dans une association qui s'appelle l'Ardeur et qui continue son travail de décrypter l'information. Et l'Ardeur, comment tu l'écris ? L'Ardeur, A-R-D-E-U-R. Ah bon, c'est pas voilà, l'Ardeur. c'est une association d'éducation populaire politique. Et là, ils ont sorti un texte qui s'appelle Covid-19, l'ami des dominants. Et je trouve que c'est pareil, il n'y a rien à jeter dans ce texte. Il est un peu long, il fait 7 pages. Et Franck Lepage a été interviewé par Frédéric Tadei sur Interdit d'interdire. Bon, Tadei, j'ai pas un grand feeling, mais en fait, je m'aperçois qu'il a des invités quand même de qualité. Et là, c'est une vidéo de 53 minutes que je mettrai en lien. C'est pédagogique, c'est distancié, c'est lucide, et c'est vraiment, c'est pareil. Il y a absolument rien à jeter. C'est une analyse absolument, je trouve, aboutie de ce que nous vivons en ce moment. Où justement Franck Lepage explique que donc il revient donc sur cet état qu'on a, ce gouvernement qui est antipopulaire à souhait depuis quand même de longues années, et il dit qu'en fait ce Covid-19 et tout ce qu'on est en train de vivre permettent de réaliser plusieurs tests en grandeur nature. Et je suis complètement d'accord, il parle de tests de contrôle de la population, hein, quand on voit comment on est contrôlé, quand on se promène, les attestations qu'il faut sortir, comment des hélicoptères peuvent surveiller les espaces, les plages. Moi j'ai vu sur Montreuil vendredi soir, ça tournait. Comment des drones peuvent surveiller la population aussi. Il parle de tests d'obéissance de la police dans ce contrôle des populations. Et il donne un exemple qui est très juste. Il parle lui, il habite en Bretagne, mais plus en Bretagne intérieure. Et il parle des Côtes d'Armor. Il dit en Côtes d'Armor, effectivement, il y a un cas de coronavirus et il y a quand même des kilomètres de plage. Et en fait, dès le lendemain de l'annonce du confinement, un hélicoptère a tourné pour surveiller les plages. Et il dit, en fait, le test, c'est pas tant de voir s'il y a du monde, c'est de voir quelle est l'obéissance, effectivement, de la police face aux consignes du gouvernement. Est-ce qu'ils vont suivre à la lettre tout ce qu'on leur demande de faire ? Et il dit, bah oui, on trouve des gens, pour l'instant, encore capables d'obéir à des consignes qu'on va trouver même aberrantes. Il insiste beaucoup sur la stigmatisation des promeneurs qu'on fait passer pour des citoyens délinquants, alors que, en respectant les gestes barrières, il n'y a pas de souci, il suffit de pas s'agglutiner, il y a quand même suffisamment d'espace, et qu'un gouvernement conscient du bien-être de sa population dans un cas de pandémie comme ça, au contraire, essaierait de rendre la vie plus supportable à chacun, alors que là, c'est un cran passé justement dans la répression et dans la peur, quoi.
Donc, il parle aussi de tests de privatisation, dislocation de l'éducation nationale transformée en e-learning. Et ça, c'est important, c'est quelque chose dont il avait parlé il y a déjà très longtemps dans une conférence gesticulée, où depuis de longues années, en fait, l'OCDE avait calculé ce que rapporterait en fait la dématérialisation complète de l'éducation nationale. Et en fait, ça s'estime à 20 000 milliards de dollars, dont 7 000 milliards d'euros pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il suffit de privatiser le système éducatif, de mettre les enseignants comme animateurs à peine pédagogiques chez eux, et de mettre les élèves individuellement devant des ordinateurs. Et en fait, il n'y a plus qu'à finaliser des logiciels. Il dit des groupes comme Hachette qui appartient à Lagardère sont prêts justement à vendre par millions des logiciels d'enseignement à distance, que là il y aurait des Uber profs et que les parents surveillent, et là forcément on est encore dans les inégalités, c'est-à-dire que qui travaille comment, où, et c'est surtout que on dématérialise complètement l'éducation nationale. Quand on voit le chiffre qui est attendu sur le bénéfice, qui est de l'ordre justement de 7 milliards, il dit que sur le marché mondial, les profits sur cette dématérialisation seraient de 1 à 7, alors que par exemple pour la construction automobile, les profits sont de 1 à 2. Donc je pense qu'ils attendent tous derrière les starting blocks, puisque ces études datent de 1990 environ. Donc c'est quelque chose qui permet effectivement ce coronavirus de tester tout ça. Il parle aussi du droit du travail, c'est-à-dire que quand je reviens un peu sur ces promeneurs qu'on stigmatise, on dit il faut pas sortir, il faut pas se promener dans les bois, il faut pas aller dans les plages, il faut pas aller dans les rues. Par contre, aller bosser, c'est-à-dire que surtout les caissiers, les soignants, vous portez pas de masque et vous allez au boulot, vous prenez le train, vous prenez le bus, vous prenez le métro. Et là, voilà, on s'en fiche qu'il y ait un maître ou qu'il n'y ait pas un maître. Il faut aller bosser. Et quand on voit que le MEDEF est en train de dire qu'il va falloir travailler plus après la fin du coronavirus, c'est quand même affligeant de voir que ça a permis aussi de faire passer cette urgence sanitaire a permis de faire passer les heures de travail supplémentaires. Je pense qu'ils vont piquer des jours de congé à la fin. Enfin, vraiment, tout ça, je trouve qu'il est très très juste dans cette analyse. Il revient vraiment sur l'arrivée. Alors il dit que Macron c'est quelqu'un qui permet de faire ça, mais il faut remonter quand même à 83 et au passage à la rigueur, quand cette économie est devenue vraiment une économie mondialisation, ce capitalisme néolibéral où on va de plus en plus loin dans les profits. Il revient à juste titre aussi sur les morts. Il dit que la mort les médias sont anxiogènes. Moi je sais que je les regarde pas du tout, mais que tous les jours on annonce des nombres de morts. Enfin, on crée un climat effectivement de peur, d'angoisse, mais qu'il faut aussi avoir des chiffres en tête. C'est-à-dire que tous les ans, ce sont quand même des centaines de milliers de morts qu'il y a, que dans les EHPAD, il y a 160 000 morts par an, et que effectivement, un mort est toujours c'est une tristesse infinie, quelqu'un qui meurt. Sauf qu'il dit quand même à juste titre qu'un EHPAD, c'est pas de la thalassothérapie, c'est pas une colonie de vacances. Les gens qui vont en EHPAD sont des gens qui sont déjà en fin de vie, alors on va pas leur souhaiter de mourir plus tôt, mais il faut être un petit peu réaliste, et qu'après on ne parle plus du tout de tous les autres morts. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours des morts par AVC, par infarctus, des morts, il y a 74 000 morts dus au tabac, il y a 50 000 morts dus à la pollution. Donc voilà, remettons les choses quand même justes, quoi. Oui, c'est-à-dire que d'abord plusieurs petites remarques sur ton intervention très riche, je dois le dire. 83, c'est quelle époque? C'est l'époque de Mitterrand, voilà, les socialos, toujours à l'avant-garde des conneries. C'est le passage à la rigueur. Voilà, c'est des Bérégovois qui commencent à sabrer. Voilà, c'est ça. Et puis alors depuis, l'élan a été donné, et ça ne s'est pas arrêté, ça était en s'amplifiant. Et les EHPAD, pour en parler aussi, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus que des espèces de mouroirs où les familles se débarrassent de leurs vieux, et c'est souvent des familles aisées, parce que aller dans les EHPAD, c'est pas pour les prolos, quand on voit le prix de pension des EHPAD. Donc moi, il y en a une pas loin à côté là, de où j'habite. Je veux dire que je sais, parce que c'est à côté et que ça fait partie d'une organisation dont on est assez proche, qu'il y a des politiques, il y a des gens comme ça, des
des gens de pouvoir qui refourguent leurs vieux, voilà, parce que c'est assez luxueux. En plus, il y a un parc de 10 hectares, etc. C'est quand même pas un truc c'est pas un hospice, hein, c'est, comme ils disent maintenant, l'EHPAD, bon, et voilà. Mais enfin, les gens, ouais, ils sont là-dedans, ils sont considérés comme des vieilles chaussettes qu'on peut plus repriser, donc on laisse, voilà. C'est pas du tout, et pour tout, avant, je sais pas si ça existe encore, avant il y avait les hospices. Et avec ma grand-mère, quand j'étais enfant, on allait se promener dans des collines qu'il y avait par ici, on appelait les coteaux de Brie. C'était des vergers, c'était des choses comme ça. Puis sur le plateau, c'était déjà les champs de blé de la Brie. Mais au pied de ces collines, il y avait un hospice de vieux. Il fallait voir le machin. Et ma grand-mère, quand elle passait là, elle me disait d'un air sinistre, horrifié, tu vois, Robert, là, c'est là qu'on met les vieux pour mourir. Et je vais te dire, ça n'avait pas l'air de l'enthousiasmer, hein. Et vraiment, c'était sinistre. Alors, il existe toujours, mais il a été relooké. Maintenant, c'est plus pimpant. Enfin, moi, dans mon esprit, j'en suis toujours resté là. Quoi, Alors, justement, il dit quelque chose d'intéressant par rapport aux EHPAD. Il dit que quand il était sur le site de Météo France, il y a toujours des pubs qui arrivent et qu'on demande aux gens s'ils veulent avoir des bénéfices qui rapportent 11%, c'est-à-dire que c'est bien au-delà du livret de caisse d'épargne, hein, de 0,5% ou je ne sais plus combien. Il faut investir dans une chambre. On achète une chambre dans un EHPAD et on a 11% de rentabilité. Voilà. Et pourquoi on a de la rentabilité ? Parce qu'effectivement, on a de moins en moins de personnel, donc forcément, ça va rapporter de plus en plus. Quoi. Oui, parce que vraiment, alors, ils grattent surtout. Hein. Pour ça que les gens sont très maltraités, les personnes âgées, parce que comme ils grattent surtout sur le personnel, regardez, il n'y a pas de masque, il n'y a rien pour le personnel. Le personnel, ils prennent des gens qui sont même pas des gens qualifiés. Il y a peut-être une infirmière dans un EHPAD, mais tout le reste, ce sont des aides-soignants, des gens qui n'ont aucune qualification. Je dis pas que ce sont... Voilà, ils ont de la bonne volonté, mais ils font ce boulot-là parce qu'ils ont besoin de vivre. Voilà, c'est pas par vocation. Hein. Et voilà, mais parce qu'il faut que ça soit rentable. C'est comme des actions. Voilà. Ouais. Il faut rentabiliser la chose. Non, mais où on est là ? C'est ce qu'ils ont voulu faire avec l'hôpital, et on voit le jour où on a vraiment besoin des hôpitaux, il n'y a plus d'hôpitaux. Voilà, donc effectivement, il parle des agences régionales de santé, hein, qui ont sabré un nombre de lits incroyable justement dans le Grand Est. Donc maintenant, ils nous font pleurer devant Mulhouse et les hôpitaux, sauf que il y a eu ces décisions qui ont été prises avant de fermer tous ces lits. Oui, mais qui ont été prises au sommet, parce que c'est les ministres du budget, comme celui dont je vous parlais là, comment il s'appelle déjà ? Wörth. Faut voir la tronche du mec d'ailleurs. Hein, voilà, c'est eux qui décident. C'était pas des gens de la santé qui décidaient. Les gens de la santé, ils sont aux ordres, hein, ce sont des fonctionnaires. Voilà. Ils ont beau protester, ils ont beau avancer des chiffres, etc. Les gens du budget n'en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est la rentabilité. Voilà, alors donc il parle aussi de tests sur les médias, bien sûr, hein, voir si les médias sont toujours bien aux ordres, s'ils vont bien raconter les bonnes choses, bien faire peur à la population. Ah, ça pour ça. Donc pour l'instant, tout le monde a l'air de bien remplir son boulot, ça se passe bien. Donc c'est intéressant de voir, d'écouter cette petite vidéo, 53 minutes, ça passe très vite, il est très pédagogue, il cite quelques ouvrages, il parle aussi forcément de ce qui peut arriver sur la surveillance des individus, avec ce qui est en train de se mettre en place, on ne sait pas trop encore où ça va aller, tout ça. Donc sur le droit du travail, il cite un tweet intéressant de Bruno Le Maire, hein, qui demandait, qui demandait aux entreprises les plus grandes de faire preuve de la plus grande modération sur le versement des entreprises. Ce qui est bien, c'est qu'il lui demande simplement, on va dire aux gens maintenant vous allez bosser beaucoup plus, mais on demande aux entreprises, est-ce que vous pourriez, ça veut dire que c'est pas du tout, non, vous allez arrêter les dividendes, on va tout réinvestir, oui, est-ce que ce serait possible ? Voilà, c'est insupportable. Voilà. Alors comme je ne vais pas rester que sur des choses complètement difficiles, je voulais raconter deux petites infos qui sont quand même plutôt sympas. Il y a un petit jeune qui s'appelle Roméo, qui habite dans le 13e arrondissement. Et Roméo, depuis la 6e, est passionné par les imprimantes 3D. Donc quand il a vu que l'hôpital des Peupliers à côté de lui avait besoin de masques, en fait, il s'est mis à fabriquer des masques sur son imprimante 3D. Et il a réussi à en récupérer 2 autres. Et en fait, du coup, je ne sais plus, il
a promis qu'il allait livrer 250 masques à l'hôpital, et donc sa maman travaille avec lui. Donc ça, je trouve que c'est plutôt... c'est un peu international, parce que j'ai vu un doc en Tunisie, il y a un jeune aussi comme ça qui a un jeune comment on les appelle, un jeune entrepreneur, qui a des imprimantes et qui lui aussi fabrique des masques, etc. Il crée des modèles, il les fabrique, et il a commencé avec 1 ou 2 imprimantes, maintenant il en a acheté une demi-douzaine ou plus, et voilà, et il communique avec le monde entier, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des jeunes gens comme ça qui sont à la pointe des techniques, etc., et qui s'essence des informations pour améliorer la production, pour améliorer les modèles, etc., etc. Et tout ça se fait dans la plus grande transparence et gratuitement. Ouais, c'est ça. Là, c'est des masques, apparemment, je crois que c'est avec Divisière, qui ont besoin de rhodoïdes, ce qui protège effectivement les yeux, le nez, la bouche, qui évite de se toucher le visage avec les mains. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Et voilà, il met 30 minutes pour fabriquer 3 masques. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est un article sur Basta, interdiction de licencier et moratoire sur les loyers. Il y a des États européens, quand même, qui sont plus solidaires que la France. Nous, on a toujours l'impression d'être la 5e, la 6e, la 7e roue du carrosse. Enfin, c'est quand même très difficile, quoi. Nous, on a un gouvernement, effectivement, donc, qui attaque le droit du travail, qui prend aucune mesure de protection sociale, alors que l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, il y a quand même plus de soutien pour les populations. Par exemple, en Espagne, il y a une interdiction de licencier pour cause de crise du coronavirus. C'est-à-dire que les fautes graves, tout ça reste des motifs de licenciement, mais au moins les salariés sont protégés pendant ce temps-là. En Allemagne, il y a des aides directes pour les travailleurs indépendants, voilà, les petites entreprises, et c'est pas 500 €, c'est beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 9 000, 15 000 € pour des petites entreprises qui sont en difficulté. Il y a un moratoire de plusieurs mois sur le paiement des loyers en Allemagne ou en Espagne, c'est-à-dire que ça peut s'étaler jusqu'en 2022. Mais pour les particuliers aussi ? Oui, en Espagne, c'est pour les gens qui ont du mal à payer les loyers avril, mai, juin, là pour l'instant, pourront les payer jusqu'en 2022. Je trouve que voilà, c'est quand même... Jusqu'en 2022 ? Ouais. Ah oui, ils pourront échelonner leur paiement de loyer, voilà. Ils ont 2 ans pour rembourser. Après, bon, si c'est pas rattrapé, il peut y avoir des demandes d'expulsion, mais 2 ans, ça paraît quand même assez raisonnable. Hein, il y a le Portugal aussi qui est en train de régulariser temporairement tous ces sans-papiers pour que là, ils puissent faire des démarches, en fait, qu'ils ne soient pas renvoyés de bureau en bureau. Il y a cette régularisation temporaire des sans-papiers au Portugal. Bon, voilà, il se passe quand même des choses. Je crois que c'est l'Espagne et l'Italie qui réfléchissaient à un revenu universel aussi. Donc, espérons qu'il y ait quand même des choses qui avancent dans le bon sens, quoi. Espérons, mais ne soyons pas quand même trop crédules et n'oublions jamais que ceux qui sont en face de nous, qu'on appelle les décideurs, n'ont qu'une idée en tête, c'est nous exploiter jusqu'au trognon pour s'en foutre le maximum dans les fouilles. Alors bon, je ne suis pas sûr que la crise du coronavirus y changera beaucoup de choses. Si ça doit changer quelque chose, c'est par le bas que ça changera. Tout à fait. C'est pas par le haut, c'est par le bas. C'est en bas, si le bas qui doit se faire entendre du haut, autrement leur casser la gueule. Voilà, et là donc je vais mettre une chanson que j'ai reçue par Alice du Gilet jaune de Montreuil. C'est la dernière chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle Et maintenant, et dont les droits seront reversés à, je crois, l'hôpital de Mantes la jeudi. Très bien. En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables,
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde. Il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile. L'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme. Et de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail. Et même avec l'extérieur, on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles. Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait. Il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent. On redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ses effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?